Good morning, everybody. Welcome to JV News. In today's news, we're going to discuss pesticides. Indeed, there are bees which are dying because of new kind of pesticides. Bees' survival is essential for environment. On the other hand, pesticides are used on vines in our region. Now we are going to speak with Julien and Suzanne, who are experts in the vineyard history and industry. Hello, Oriana and Arnaud. Château-Thierry is known thanks to its place in the Marne Valley. The city welcomes many champagne producers. The Great Champagne Charter, given in the 1114 by the Bishop of Châlons, is the creative act of this vineyard. Just before the beginning of the French Revolution, the vineyard extended over about 50,000 hectares until 65,000 hectares in the second half of the 19th century. After the Great War, it was divided by three. In 2009, the vineyard covered 33,000 hectares. It was not until the middle of the 20th century that the area around Château-Thierry really expanded. As Julien said, Château-Thierry is the city of Champagne. It's located on the touristic road of Champagne in the heart of Champagne Valley. This is a town enclosed by an abundant greenery valley which is located on small hills. The Champagne road stretches out on 600 kilometers. You can visit wineries where you can savor a glass of champagne, which will be consumed in moderation, of course. Thank you, Suzanne and Julien. So, we move on the needs of pesticides. What are they used for? To answer that question, we have pesticide specialists. So, what do you think about that? Hello, Oriana and Arnaud. Pesticides are used to protect agricultural productions against many aggressions, such as diseases which can destroy plants. They follow regular, plentiful harvests, so they have many advantages. Firstly, they protect the culture against vermin organisms. In nature, many aggressions could stop a healthy plant's development. Secondly, they assure regular harvests. Pesticides protect harvests against diseases such as fungi, insects, and weeds. These aggressions, which are liable to arise in every stage of the culture, damage the harvest's production and quality. Thirdly, they maintain the food's quality. Pesticides contribute to collect healthy and good products, which can avoid allergies or poisoning in humans. To conclude, pesticides contribute to produce high-quality food at an affordable price for everybody. Without the protection from pesticides, productivity of a yield could decrease. In France, without pesticides, culture would reduce to almost 45%. Thank you, Elisa and Faustine, for this information. Today, we are lucky to have a traditional wine grower with us. He will talk about his vineyard. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre exploitation? Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Fallet, je suis récoltant manipulant, j'exploite 5 hectares de vignes et nous sommes vignerons sur la commune de Charry-sur-Marne depuis environ 10 générations. Utilisez-vous des pesticides chimiques? Pourquoi? Oui, tout à fait. Nous utilisons des fongicides, des acaricides, des insecticides et ainsi que des herbicides. Existe-t-il des normes pour les utilisations? Oui, tout à fait. Il faut savoir que chaque produit phytosanitaire sont testés en laboratoire avant d'être pendant plusieurs années avant d'être mis sur le marché. Il y a des doses maxi d'utilisation et en dehors de ces doses d'utilisation, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a des DRE. Ce qu'on appelle DRE, c'est des doses, des délais de réentrée sur les parcelles de vignes. Alors DRE, mais il y a aussi des DAR. Des DAR, ce qu'on appelle DAR, c'est les dates avant récolte. Donc on n'a pas le droit d'utiliser ces produits un minimum de jours avant la date de la récolte. Quelles sont les précautions à prendre pour minimiser les risques? Pour minimiser les risques des produits phytosanitaires, il faut qu'ils soient utilisés dans de bonnes conditions, en respectant les doses déjà, les doses maxi d'utilisation, et donc les précautions d'utilisation pour les personnes, c'est-à-dire des gants, des lunettes, etc. Il faut savoir aussi qu'on utilise du matériel qui est de plus en plus performant, mais ce matériel doit être tenu en très bon état. Existe-t-il de nouvelles technologies permettant de moins utiliser ces produits? Oui, tout à fait. Les matériels de traitement sont des produits qui sont de plus en plus sophistiqués
Et donc ces produits-là traitent, on va dire, face par face, et ont une précision qui ont amélioré la qualité du traitement final et qui apporte beaucoup pour le résultat final. Les maladies ont-elles évolué et sont-elles plus importantes? Oui, tout à fait. Les maladies évoluent. On observe des phénomènes de résistance sur certaines maladies. C'est pourquoi on nous demande, avec certains produits phytosanitaires, de traiter maximum 1 à 2 fois par campagne pour éviter les phénomènes de résistance avec la même matière active. Et la pression des maladies varie aussi en fonction des années. Si c'est des années qui sont plus ou moins humides, les maladies ont des pressions beaucoup plus importantes. Connaissez-vous des alternatives réalisables dès à présent et pensez-vous que ce serait vraiment avantageux pour les viticulteurs et les acheteurs? Il faut savoir que la météo joue un grand rôle dans nos interventions phytosanitaires. En fonction de la pression de la maladie, nous commençons à faire ce qu'on appelle des réductions de doses. Il y a des doses maxi qui sont homologuées, on va dire, pour chaque produit. Et quand on a des pressions qui ne sont pas très fortes, on commence de plus en plus à faire des réductions de doses qui peuvent aller jusqu'à 50% et qui, au final, ne sont pas négligeables. Pensez-vous que dans le futur, l'agriculture sera plus respectueuse de l'environnement? Oui, tout à fait, parce qu'avec le progrès des nouvelles technologies, quand je dis nouvelles technologies, bon, c'est bien sûr l'informatique, et par le biais de l'informatique, nous avons des prévisions météo, donc on revient toujours sur la météo, mais nous avons des prévisions météo qui sont de plus en plus précises, ce qui nous permet, on va dire pratiquement la veille le soir d'un traitement programmé, de savoir si on peut reculer ce traitement de quelques heures, voire de quelques jours, ou carrément annuler ce traitement parce qu'il sera lessivé par la suite. Alors c'est sûr que déjà à ce niveau-là, c'est une grosse amélioration. Après, au niveau des matériels, les matériels évoluent en permanence et vous avez des matériels qui sont de plus en plus sophistiqués et qui dit sophistiqués, automatiquement, à partir du moment où ils sont utilisés dans de bonnes conditions, des résultats qui sont de plus en plus bons, quoi. Ensuite, vous avez des délais de traitement, entre chaque traitement qui vont en s'allongeant de plus en plus, quoi. Voilà. Et maintenant, on a des produits les nouveaux produits qui arrivent sur le marché aujourd'hui, qui ont des tenues, on va dire, entre deux traitements qui peuvent aller jusqu'à 15 voire 20 jours maintenant. Ce qui fait que ça peut contribuer justement à l'amélioration de tout cela. D'accord. Merci de votre attention. C'est moi qui vous remercie. We know that pesticides are used to protect vineyards from disease. But what are the most common diseases on vineyards? To answer this, we have Hugo and Simon with us. Thank you, Ariana and Arnaud. The mildew is a disease which affects the vine. It's caused by a parasite mushroom called Plasmopara viticola, which attacks every vine variety. We can find it all around the world, but there are differences depending on the weather conditions. The mildew is actually the disease which impacts the most the vine culture from an economical viewpoint. That's why the fight against it is, in France, the one which brings the most frequent treatments on the vine, almost 3/4 among all processings. The mildew reveals itself by the appearance of white and thin layer of white powder, but it's not the only one. Yes, Hugo. There is the black rot, which affects the most the vine culture. Once the disease affects the leaves, the rot is rarely rescuable and the mushroom can spread on the entire cultivation. So the productivity can be severely affected. This disease usually appears during strong rainfalls and when the temperature is close to 10 degrees Celsius. The disease firstly appears in the form of grey stains and then dries out the leaf, which died. Pesticides have many consequences and some disadvantages. We will see what these are with Marguerite and Phoebe. Hello everyone! Let's talk about the effects of pesticides on humans, cultures and nature. Firstly,
We must know that pesticides used in cultures spread out of their boundaries and spread into the atmosphere because of the hazardous weather. Once fallen back on the ground, pesticides will blend in with the dirt. Moreover, pesticides will get into a natural cycle, firstly with the evaporation of weather. Pesticides are carried by the clouds, so they will cover a larger area. Then they infect other easily areas of land, so the entire ecosystem will get contaminated. Finally, pesticides can be found in underground weather, as we can observe in this map. In red, the concentrations are more than 0.5 microgram per liter. In orange, between 0.1 and 0.5. In yellow, less than 0.1. Moreover, the effect of pesticides can be felt by human beings. The illnesses are of various different natures: sudden death, premature death, fertility issues, deformations, a reduced immune system. Effectively, we led several studies on wild species in nature or in a laboratory. These studies indicated that certain pesticides have an endocrine action, causing fatal effects such as limited reproduction. And in water, there are pesticides which are rejected by the rain. This rain touches the rain earth with pesticides. That's why the water is contaminated. It has been proven that a serious exposure to pesticides could disrupt breathing, the most affected people being the growers themselves. Asthma is the most common pulmonary sickness among kids. Some scientific studies link asthma to pesticides. Others show that pesticides for the lawn or the house can trigger asthma. Because of pesticides' negative consequences, honeybees are dying. Now, we're going to talk about pesticides molecule with Maxence, Paul, and Valentin. Here we have 3 ball-and-stick models of molecules which belong to the pesticide. This is a lindome with a cycle of 3 carbon and chlorine atom bonded with them. Here it's DDT with 2 cycles of carbon atom bonded with double covalent bond. Finally, this molecule is called atrazine. It has a cycle of carbon and nitrogen atoms. We might think that pesticides don't have any impact on bees. Whatever the factor of bees' disappearance, many pesticides make them weaker. Today, we host a beekeeper who will talk about the bees' disappearance. Bonjour monsieur, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Philippe Richer, je suis apiculteur professionnel sur le département du 02 à Château-Thierry et j'exploite environ 350 ruches. D'accord. Et j'aimerais vous poser une question. Pourquoi les abeilles sont-elles importantes pour l'équilibre environnemental? Tout simplement parce que l'abeille représente à elle seule 80% de la pollinisation de toutes les cultures ayant besoin d'un insecte pour être fécondées. D'accord. Quel changement avez-vous remarqué depuis l'utilisation de certains pesticides? Depuis 1993, avec l'apparition de nouvelles familles de pesticides qui s'appellent les néonicotinoïdiques, on observe des pertes hivernales importantes. Avant 1993, les pertes hivernales étaient de l'ordre de 5% maximum des ruches durant l'hiver et actuellement on tourne aux alentours de 40 à 50% des colonies qui meurent tous les hivers. D'accord, donc ce sont des chiffres importants. Pourquoi les pesticides font-ils mourir les abeilles? Tout simplement parce que cette nouvelle famille de pesticides qui dans un premier temps avait été développée à but écologique, c'est-à-dire utilisation de doses infinitésimales bien ciblées sur les plantes, agit sur le système nerveux central des abeilles et leur font perdre la mémoire de l'emplacement de leur ruche. C'est-à-dire que les abeilles sortent pour travailler et ne retrouvent plus leur ruche et meurent donc dans la nature et les colonies se dépeuplent très rapidement. D'accord. Connaissez-vous des pesticides qui ne sont pas nocifs pour les abeilles?
Un certain nombre de pesticides ont été développés par l'industrie phyto, et notamment au niveau des insecticides, le plus connu c'est le bacille thuringiensis qui est utilisé en agriculture biologique, qui est un bacille qui détruit les larves des nuisibles de l'intérieur. Son application n'est pas possible sur toutes les cultures, mais sur les cultures sur lesquelles il est possible, il donne de très très bons résultats qu'on est très bien appliqués. D'accord. Existe-t-il des variétés d'abeilles plus résistantes aux pesticides? Il n'y a pas de variété d'abeilles plus résistante aux pesticides. Toutes les abeilles sont sensibles aux pesticides. Et malheureusement, s'il existait une abeille résistante aux pesticides, ça ferait bien longtemps que tout le monde l'aurait. C'est ce que nous font croire et miroiter un certain nombre de firmes phytosanitaires qui veulent soi-disant développer une abeille résistante avec tout le problème qu'il y aura derrière de la propriété des gènes. Et malheureusement, dans ce cas-là, je pense que les apiculteurs seront encore les bonnes vaches nourricières qui paieront pour les droits sur ces soi-disant abeilles résistantes aux pesticides. D'accord. Et une dernière question. Le miel sécrété par des abeilles malades à cause des pesticides est-il de moins bonne qualité? Il n'y a pas de miel de moins bonne qualité, tout simplement parce que si l'abeille est malade, la ruche n'est pas capable de récolter du miel. Donc une ruche malade, c'est une ruche qui ne récoltera pas de miel. Donc il n'y a pas à se dire le miel est de moins ou de meilleure qualité. Une ruche malade n'est pas en état de produire du miel, donc on ne la récolte pas. Voilà. Merci. De rien. There are alternatives to pesticides, such as inoffensive treatment for bees. An organic wine grower will explain to us which alternatives he used to protect his vineyard against disease. Pour quelle raison avez-vous débuté la viticulture biologique? Alors la viticulture biologique, déjà par conviction. Par conviction, parce qu'en fait, j'étais d'une famille d'agriculteurs qui s'est toujours refusé un petit peu d'aller dans l'extrême de l'agriculture moderne. À quel niveau vont être les différences de qualité entre un viticulteur bio et un viticulteur non bio? Les critères de qualité, c'est surtout au niveau... si vous voulez, on va amener des amendements et on ne va pas avoir si vous voulez, entre parenthèses, de dopage ou de suralimentation azotée. Il y a aussi après le côté sain du produit où on n'a pas apporté toutes ces molécules chimiques qui on a beau dire, restent dans les vins au final, quoi. Donc, et y a-t-il des différences de prix notables? Sur le produit fini? Oui, bien sûr, c'est normal, puisque en fait, nous, on a un surcoût de production qui va de 20 à 25% suivant les années. Donc, ce surcoût de production vient surtout c'est surtout la main-d'œuvre supplémentaire, et puis du matériel un petit peu plus performant que la viticulture conventionnelle. Ce qui fait que nous, enfin pour ma part, j'applique en gros 20% de plus par rapport à mes confrères qui sont en conventionnel sur la même commune, quoi. Alors, est-ce que vous utilisez des produits alternatifs, donc biologiques évidemment, qui vont remplacer tous les insecticides et produits chimiques qu'on va mettre dans des cultures normales? Remplacer, on peut pas appeler ça remplacer, parce qu'en fait, en viticulture conventionnelle, vous avez un panel très très important de produits chimiques, alors que nous, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, si vous voulez remplacer, et puis il y a des choses qu'on n'a pas remplacées en fait, puisque nous, on a créé un équilibre et on a beaucoup moins de problèmes, mis à part, il y a un gros problème en bio, c'est le mildiou. Ça, c'est un gros problème parce que c'est la maladie qui est la plus dure à combattre pour nous, quoi. Mais après, tout le reste, je vois par exemple pour les insecticides, on a mis en place une faune, c'est-à-dire qu'on a des prédateurs aux insectes nuisibles à la vigne, ce qui fait qu'on a un équilibre et en fait on n'intervient plus. Par exemple pour l'oïdium avec des soufres naturels, ce qui fait qu'on n'est pas sur des produits systémiques qui vont circuler dans la sève, on est qu'en protection foliaire. Mais à l'inconvénient, c'est qu'il faut resulfater à chaque fois qu'il y a des orages. Par contre, l'avantage de la viticulture conventionnelle,
C'est aussi pour ça, pour répondre un peu à votre question, où il y a un surcoût en bio, c'est que nous, il faut repasser dès qu'il y a des orages, dès que le produit est lessivé, il faut repasser. Alors qu'en conventionnel, ils mettent des produits de synthèse qui fait que s'ils ont fait le traitement en bonnes conditions, ils sont tranquilles 10, 12, 14 jours. Donc c'est là qu'est la grosse différence aussi. Et puis il y a aussi derrière une démarche justement qui est aussi en amont de ne pas mettre trop d'engrais. C'est-à-dire nous on travaille beaucoup avec des amendements, ce qui fait qu'on met en place une nutrition plus régulière, quoi. Ce qui fait qu'on n'a pas les problèmes que peuvent avoir les conventionnels avec des engrais un petit peu trop puissants qui vont entraîner des maladies. Il y a tout un processus d'augmentation de rendement qui fait que ça entraîne tout un processus de traitement que nous on n'a pas, quoi, puisque nous on laisse faire, c'est pas qu'on laisse faire la nature, mais on amène ce qu'il faut à la plante en raisonnant énormément la fertilisation, ce qui fait qu'après tout se passe bien, quoi. Après il faut surtout surveiller, puis après le gros truc c'est les traitements derrière les orages, quoi. Et il y a des années où c'est très difficile quand même, hein. Il y a des années comme 2009 ou 2012 où des fois on est obligé de traiter 3 fois dans la semaine, des fois on finit un traitement, il pleut 30 mm le lendemain, on peut retourner, quoi. Donc là c'est quand même le point le plus, on va dire, le plus pénible du bio, quoi. Vous rencontrez des problèmes depuis que vous êtes passé au bio? Ah oui, les problèmes, il n'y a pas que les problèmes sur la vigne, hein. Les problèmes en passant en bio, c'est que on ne se fait pas que des amis déjà pour commencer. Mais en gros une cinquantaine de viticulteurs sur le coteau Aziboney. Moi j'ai 24 parcelles, j'ai des voisins, j'ai eu des problèmes de contamination de voisins où malheureusement ça s'est réglé par des constats d'assurance, des classements de récolte et tout ça. Donc on arrache encore l'herbe à la main entre les pieds, parce que les machines font tout le travail, mais il reste un petit peu affinolé, on fait encore de la binette comme autrefois, quoi. Donc ça c'est pas évident de trouver des gens qui sont prêts à faire ces travaux pénibles à une époque où la pénibilité du travail elle est un petit peu derrière nous, quoi. Donc c'est un petit peu ça, les petits inconvénients du bio, quoi, les difficultés qu'on rencontre. Mais sinon après le reste c'est que du bonheur, quoi. Le reste c'est que du bonheur parce qu'on a déjà nous on vit en harmonie avec la nature, on observe beaucoup plus la nature que quelqu'un qui va être en conventionnel. Et puis, il y a aussi, déjà nous, au niveau des pesticides, on ne s'empoisonne pas nous-mêmes les applicateurs. C'est valorisant pour nous de vendre un produit de luxe en plus qu'est le champagne, sans pesticides, quoi, et que les gens achètent ce produit en toute sécurité. Ça c'est très valorisant. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour... As a conclusion, we can say that bees are essential to environment, yet are also endangered. Farmers' harmful behavior causes bees to disappear due to toxic pesticides. Goodbye.